bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Jade Lindegarde, journaliste à Mediapart. Ma présence parmi nous s'inscrit dans le cadre de la carte blanche donnée aux médiathèques pour répondre à l'appel de la forêt. Et nous remercions Jade d'avoir répondu à l'appel de la forêt. Donc Jade va nous parler de la forêt, des forêts, et puis pour finir, elle dédicacera son ouvrage, l'ouvrage qu'elle a coordonné, Éloge des mauvaises herbes. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et je suis très touchée que vous m'ayez invitée à venir parler ici et à venir parler de forêt. Peut-être je dis deux mots sur moi. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste à Mediapart où je travaille sur l'écologie en règle générale. C'est-à-dire qu'au début, j'ai beaucoup travaillé sur le climat. Et aujourd'hui, je travaille... ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les pollutions industrielles et finalement, aujourd'hui, pas mal sur le nucléaire. Tout ça pour dire que je ne suis pas une spécialiste de la forêt. Mais en revanche, depuis une quinzaine d'années que je suis à Mediapart, j'ai rencontré beaucoup de forêts dans mon travail, sur les terrains de reportages et d'enquêtes sur lesquels je me suis rendue. Et peut-être que la forêt la plus récente, que j'ai le plus récemment rencontrée, ce sont les arbres qui ont été tristement abattus sur le chantier de l'autoroute A69. Cette autoroute A69 est une autoroute qui est en construction donc, dans le sud de la France, entre Castres et Toulouse. Et c'est un projet autoroutier qui est très contesté aujourd'hui. Il y a toute une mobilisation contre cette autoroute qui est portée par un collectif local, La Voix est libre, également par XR, Extinction Rebellion, donc des activistes climat, et également par les Soulèvements de la Terre, donc le mouvement Les Soulèvements de la Terre, et qui considère que cette autoroute est une catastrophe environnementale parce que elle va aggraver terriblement les émissions de gaz à effet de serre qu'on doit réduire pour lutter contre le changement climatique, mais aussi parce que cette autoroute, elle détruit en fait un écosystème, et notamment donc au moins des centaines d'arbres, mais probablement encore plus, parce que cette autoroute passe à travers, il y a à la fois des arbres d'alignement, dits d'alignement autour de la future autoroute qui ont été détruits, qui ont été abattus, mais également une forêt qui est traversée, et forêt qui sera aussi impactée par les aménagements en fait, que cette autoroute va permettre. Tout ça pour dire que les forêts, en fait, moi je les ai beaucoup finalement côtoyées dans le cadre de projets d'aménagement qui les détruisent, donc vraiment dans une approche très politique au sens l'importance de les défendre. Donc une approche à la fois sensible, parce que comprendre l'importance de ces forêts, mais aussi politique, parce que ces forêts, en fait, elles sont devenues des sujets politiques très sensibles aujourd'hui dans notre pays, en fait, du fait de tous ces aménagements qui continuent à vouloir les détruire. Et il y a notamment un sujet qui est en train de monter et qui me semble très important, qui est celui de la compensation, parce que les aménageurs, et notamment Atosca, qui est donc le groupe qui aujourd'hui construit l'autoroute A69, cet aménageur reconnaît, c'était difficile de l'ignorer, que des centaines et des centaines d'arbres, voire même plus, vont être détruits par le projet d'autoroute qui est en train d'être construite. Mais Atosca répond, oui, mais je vais replanter. Donc en fait, l'impact sera nul ou très faible, parce que je vais replanter beaucoup plus d'arbres que je n'en abats pour construire l'autoroute. Et ça me semble très important de dire quelques mots là-dessus, quand on s'intéresse à la forêt, parce que c'est vraiment une illusion de penser qu'on peut replanter une forêt comme ça en un claquement de doigts, parce que les forêts sont des écosystèmes, sont des milieux de vie, mais même chaque arbre est en soi un milieu de vie. Donc faire tomber un chêne pour en replanter un autre, en fait, ne compense pas, parce que on va replanter et refaire pousser un autre individu chêne, mais par contre, on aura tué toute la biodiversité qui vit sur l'arbre qui a été abattu. Donc il y a de la flore, il y a de la faune, notamment des oiseaux, mais pas uniquement. Il y a tout un peuple d'insectes, il y a tout un univers de champignons,
de mousses, de lichens, qui vivent sur ces arbres, qui interagissent avec ces arbres. Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste d'écologie au sens scientifique du terme. Enfin, j'ai quand même compris. Enfin, il suffit de se balader en forêt pour voir que les arbres ne sont pas juste des individus. En fait, ils sont profondément reliés à des écosystèmes. Ils sont des milieux de vie en soi. Donc ça, c'est pas remplaçable en un coup de claquement de doigts. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est la question de la temporalité et de la durée, parce que ce qui fait forêt, au sens plein du terme, c'est-à-dire un écosystème dense, riche, avec toutes les interactions qui existent entre les différentes essences d'arbres qui ont été plantées, le sol, la participation au cycle de l'eau, etc. Tout ça, c'est permis par des arbres qui ont des dizaines, voire des centaines d'années, dans le meilleur des cas, puisqu'on n'a plus de forêts primaires en France, elles ont toutes été abattues. Mais on a des forêts de plantation, mais qui quand même, pour certaines, sont plantées depuis Louis XIV, donc ils sont devenues des forêts très 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 riches en biodiversité. Et en fait, c'est vraiment une illusion néfaste que de penser qu'on peut remplacer une forêt par une plantation. C'est là-dessus que je voulais insister voilà, sur la forêt, parce qu'une forêt, ce n'est pas une plantation. On peut planter des forêts et peut-être dans 200 ans, elles deviendront forêts dans le sens écosystémique du terme, mais absolument pas à quelques années après. Or, aujourd'hui, pour lutter contre le changement climatique, on sait qu'il faut énormément baisser les gaz à effet de serre dès maintenant. Ça, tous les scientifiques du GIEC, spécialistes du climat, le disent. Et par exemple, Valérie Masson-Delmotte, qui est une paléoclimatologue, qui a été vice-présidente d'un groupe de travail important du GIEC, qui porte sur l'atténuation des gaz à effet de serre. Valérie Masson-Delmotte, qui est vraiment une scientifique et qui jusqu'à présent s'était peu engagée dans le monde militant, bon, pour plein de raisons. Elle s'est très engagée contre l'A69 et notamment au nom de la défense des arbres et des forêts en disant à quel point en fait aujourd'hui on n'a plus le temps en fait d'abattre ces arbres et ces forêts. Il faut au contraire les préserver, les protéger pour nous protéger du changement climatique et aussi, moi je dirais, j'ajoute moi pour ma part aussi pour nous en tant qu'humains vivant tellement en ville et tellement dans des contextes artificialisés, pour aussi avoir des endroits où on peut se reconnecter à la nature, en tout cas aux autres êtres vivants non humains. En tout cas, moi, ça a été un peu mon parcours, parce que moi, je suis une personne qui est née en ville, qui vit en ville. Et voilà, pour plein de raisons, j'aime beaucoup la ville. Je suis très attachée à l'environnement urbain, même si je vois bien ses défauts. Et moi, je peux dire qu'à titre personnel, la forêt, aller marcher en forêt, me balader en forêt, ça a été la manière dont j'ai pu commencer à me connecter, à me relier à cette nature. Et en fait, ça fait des déclics qui sont importants dans un moment où l'écologie devient une question. Enfin, voilà. Dans un moment, il faut qu'on arrête de penser qu'on est la seule espèce vivante sur la planète. Et donc, ça peut m'amener au sujet du livre pour lequel vous m'avez invité, qui s'appelle « L'éloge des mauvaises herbes ». Donc, Éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD, qui est un livre collectif, c'est important de le dire. Moi, je l'ai coordonné. Un livre qui a été publié en 2018, au moment où a été en partie évacuée la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui a un rapport aussi avec la forêt. Que je vais expliquer tout de suite, mais peut-être en deux mots redire ce qu'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour toutes les personnes qui sans doute ne connaissent pas. Donc la ZAD, zone à défendre, est donc un grand espace pas très loin de Nantes, qui est constitué de forêts, d'une forêt, la forêt de Roanne, de champs, de fermes d'élevage, notamment de vaches laitières, de culture, en gros un lieu paysan, et qui pendant des décennies a été menacé par la construction d'un aéroport, donc qui avait été prévu il y a des décennies, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers les années 2008-2009, des paysans sur place qui s'opposaient à l'aéroport et des habitants de ce bocage
qui étaient contre l'aéroport, parce qu'ils habitaient justement dans ce milieu de vie, sur ces terres-là, ont appelé des activistes et des militantes et militants à les rejoindre pour les aider à lutter contre l'aéroport. Ce qui semblait à l'époque un combat impossible à gagner, tant les forces étaient, le rapport de force était décalé entre d'un côté l'État aménageur et de l'autre quelques paysans, dont certains proches de la retraite, une poignée d'activistes et quelques habitants. Et en fait, le choix qui a été fait à l'époque a été d'occuper donc cette zone, donc zone à défendre, ZAD en fait, à l'origine, ça veut dire, c'est un terme administratif, zone d'aménagement différé, qui est en fait l'intitulé administratif que l'État utilise pour dessiner des territoires qui vont être aménagés, comme on dit, donc ça veut dire construits. Là, par un aéroport, mais c'est pareil, la 69 dont je parlais juste avant, c'est le même type de logique. Et donc, ils ont décidé, pour s'opposer à cet aéroport, d'occuper la zone. Donc, ça a été une sorte de gros squat, d'une certaine manière, une occupation illégale de fermes, de champs, etc. Et qui a duré donc pendant des années, jusqu'en 2018. Et en 2018, en janvier 2018, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a décidé de renoncer à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes parce qu'il y avait trop d'opposition. La population locale était trop divisée et que la mobilisation contre l'aéroport et pour la ZAD était en train de devenir un mouvement massif pour l'écologie et la défense des terres paysannes. Donc ils ont renoncé à l'aéroport, ce qui était une victoire pour les opposantes à l'aéroport, mais a par ailleurs dit mais c'est pas possible de garder cet espace autogéré sans État et donc on va l'évacuer. Et donc il y a eu toute une bataille à ce moment-là entre gendarmes et activistes. Donc ça c'était mi-2018, en avril 2018, toute une bataille qui s'est soldée par donc la destruction de cabanes d'habitantes et d'habitants par les gendarmes, la récupération par l'État d'une route qui avait été prise par les gens de la ZAD pendant 10 ans, donc elle a été carrément sortie du cadastre et tout, c'était un truc assez incroyable. Et la mise sous un peu tutelle administrative de cette ZAD. Et donc à ce moment-là, moi j'étais en contact avec donc des auteurs, des autrices. Donc en l'occurrence là j'avais sollicité Alain Damasio, l'auteur de science-fiction, Virginie Despentes, l'écrivaine féministe aujourd'hui bien connue, Bruno Latour, le philosophe, sociologue qui est mort l'année dernière, Pablo Servigne, qui est un activiste, un auteur qui a beaucoup écrit sur la question de l'effondrement et la résilience face à l'effondrement. Vandana Shiva, donc, qui est une activiste et intellectuelle indienne sur la défense des semences paysannes et l'opposition aux OGM. Où je peux citer encore David Graeber, que j'aimais beaucoup, qui était un anthropologue britannique, de culture anarchiste et de cœur anarchiste, mais un très grand, pour moi, un des plus grands intellectuels de ce début de 21e siècle. Voilà, tous ces gens dont je savais soit qu'ils étaient venus sur la ZAD, soit qu'ils avaient un rapport à la ZAD, et donc je les ai sollicités pour écrire un texte en défense de la ZAD, parce que cette expérience d'autogestion à ciel ouvert était en train d'être détruite par l'État. Alors, de fait, quelques années plus tard, en 2023, là, où on se parle, on sait aujourd'hui que toute la ZAD n'a pas été détruite. La ZAD existe toujours. Il y a toujours quelques centaines de personnes qui y habitent, donc dans un cadre plus ou moins légalisé. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ça a été assez terrible ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, c'est aujourd'hui toujours un lieu de culture paysanne, de culture artisanale, où l'approche de l'autogestion, mais en fait, bon, c'est un mot qui peut faire un peu idéologue, c'est surtout l'approche de faire par soi-même, de décider par soi-même, et qui en fait est beaucoup décrite en termes d'autonomie, l'autonomie de décision, donc avec qui existe toujours. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, pour expliquer qu'est-ce qui se joue sur cette ZAD et pourquoi c'est un lieu important et pourquoi il était à défendre et il est toujours à défendre. Et ça, je peux en dire quelques mots parce que c'est vraiment le cœur du livre. Et moi, j'y crois toujours profondément. C'est-à-dire imaginez un lieu où on a différentes activités,
donc des gens qui sont éleveuses et éleveurs, qui sont maraîchers, maraîchères, des boulangers, boulangères, paysans boulangers, donc c'est-à-dire qui sont boulangers dans des fours à l'ancienne, en pierre, très beaux, mais qui font pousser aussi leurs propres céréales, avec l'idée vraiment de maîtriser au maximum le cycle de vie des ressources naturelles que l'on cultive. Donc c'est pourquoi c'est beaucoup en lien aussi avec le sujet de la subsistance. Comment aujourd'hui, à notre époque, pouvoir subvenir à ses propres besoins de la manière la plus respectueuse possible de notre milieu de vie, et tout en tenant haut des idéaux d'autonomie, c'est-à-dire pas avoir de chef, décider en coopération, en collectivité, avec la volonté de faire de l'entraide au maximum. Donc il y a énormément au fil des années de réfugiés qui sont venus se réfugier justement sur la ZAD. Ça a été un lieu d'accueil quasiment inconditionnel de personnes, soit qui essayaient, soit des personnes migrantes sans statut, sans papier, qui venaient y chercher un petit abri pour quelque temps ou pour plus longtemps, soit des personnes un peu cassées par la vie aussi, qui n'avaient plus trop d'endroits où être accueillis, certains jeunes un peu en rupture de banc, en rupture de famille, etc. Donc c'est celui d'accueil. Donc essayer de tenir tous ces bouts en même temps, ce qui fait que c'est très difficile, souvent très conflictuel, mais qui fait que c'est un lieu pour moi qui reste un laboratoire, en tout cas une zone d'expérimentation hyper importante, parce que c'est là que s'inventent plein de choses qu'il faudrait qu'on infuse davantage dans nos vies urbaines, plus solidaires, plus respectueuses des uns, des unes et des autres, plus ouvertes aussi à la diversité des parcours des personnes. Et puisqu'on parlait de forêt, il y a aussi un groupe sur la ZAD qui s'appelle Abracadabois, et qui est un groupe d'artisans du bois, et qui justement a essayé de penser une manière la plus respectueuse possible de la forêt, de développer une activité de travail du bois, donc allant du débitage de matière bois, enfin de biomasse, de matière bois pour la construction, jusqu'à le travail de sculpture sur bois plus artistique, donc de la construction du bois, du soin de la forêt, élagage, soin de la forêt, s'occuper de la forêt, à apprendre à savoir quel arbre on peut abattre, lequel on peut abattre sans porter trop atteinte à la forêt, et qu'est-ce qu'on peut en faire, et tout en utilisant cette motivation pour aussi réactiver et continuer à faire vivre des savoirs anciens d'artisanat du bois, de construction avec du bois, donc de charpente, donc toute une école de charpenterie qui est quand même voilà, aussi quelque chose de lié avec la subsistance, en se disant dans les alternatives au béton, pouvoir construire en bois, c'est une alternative importante au béton. L'alternative au béton, c'est essentiel aujourd'hui face au changement climatique, parce que fabriquer du béton, c'est très émetteur de CO2. Vous voyez, ça vous donne une idée, en gros, de la puissance quand même politique de tout ce qui s'y trame, même si c'est à un petit niveau. Et donc voilà, le groupe Abracadabois, il y a un peu décrit dans le livre. Et en fait, pour finir sur... parce que donc, il y avait cette forêt de Roanne, donc il y a une forêt sur la ZAD et qui a été beaucoup défendue par les habitantes et habitants de la ZAD contre les différentes tentatives d'expulsion par l'État. Et grâce à ça, cette forêt qui était menacée et aurait dû se retrouver sous les pistes d'un aéroport, aujourd'hui, cette forêt, elle est vivante, elle est là. Il y a tout un groupe qui organise régulièrement des balades en forêt. Donc, tout un chacun peut prendre contact avec les collectifs de la ZAD qui organisent ces balades et peuvent venir faire des sentiers, participer même à l'aménagement des sentiers de la ZAD. Donc, la forêt de Roanne, voilà, c'est un bel exemple de forêt qui a été défendue et sauvée par une lutte activiste. Et pour finir, cette ZAD, c'est tout ça, donc quelque chose de très pratique, très concret, très politique, mais c'est aussi tout un imaginaire. Et donc, dans le livre Éloge des mauvaises herbes, pour ce livre, Alain Damasio, donc l'auteur de science-fiction, nous avait écrit pour nous une petite nouvelle
qui est une nouvelle à la Damasio, donc qui se projette dans un futur, mais ce n'est pas un futur dystopique comme parfois il le fait, c'est-à-dire ce n'est pas un futur horrible où les multinationales contrôlent nos vies et voilà, et je sais pas, l'État totalitaire contrôle tout. C'est une utopie positive. Et c'est l'idée, ça décrit la ZAD dans des dizaines d'années quand voilà, elle aurait prospéré et ses idéaux auraient grandi. Et pour dire que voilà, c'est aussi la question de l'imaginaire et que en ces temps voilà, politiquement quand même très durs, c'est rappeler l'importance de, pour moi, de la littérature, de la poésie, des livres dans la construction de ces imaginaires qui portent en fait les luttes environnementale et de défense des forêts.